Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. On est très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel entretien. Nous avons eu le plaisir de recevoir le physicien Yann Mambrini pour parler des sujets matière noire, voyage dans le temps, etc. On espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo et à nous dire en commentaire les prochains invités que vous aimeriez voir. Bonjour Yann Mambrini, merci beaucoup Bonjour d'être avec nous Antoine. aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter brièvement avant de vous poser des questions. Donc, vous êtes physicien, théoricien, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'université Paris-Saclay au laboratoire des deux infinis Irène Joliot-Curie. Vous êtes aussi enseignant au sein de l'école doctorale de Polytechnique, enseignant au sein de l'ENS, 3 fois prix d'excellence scientifique du CNRS, prix de la Société française de physique. Vous avez écrit entre autres La nouvelle physique, comprendre les lois ultimes du cosmos en 2024, pour lequel vous avez reçu le prix Bourrienne, dans le jury duquel il y avait notamment Alain Aspect, Françoise Combe qu'on a reçu très récemment. Vous avez aussi écrit Le siècle des révolutions scientifiques et Histoire du temps, de la nature du temps et de sa mesure. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous répondre sur des questions d'univers primordial, de temps et de matière noire. Je vous pose d'abord une question introductive. À quel moment vous est venue cette forme de passion pour la physique théorique? Assez tôt, fin des années collège, début des années lycée, avec la découverte de, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Je pense que c'était un livre qui a été révélateur pour les gens de ma génération. Ouais. La génération avant moi, c'était peut-être plus Hubert Reeves. J'ai quand même été un peu bercé avec Hubert Reeves, Poussière d'étoiles, Malicorne. Et D'accord. c'est vrai que ma génération a toujours été, a été très touchée par les ouvrages de Stephen Hawking et Science et Vie. Ok. Alors, je vais vous poser un premier lot de questions. Vous allez voir qui sont des questions qui ont été formulées par des étudiants principalement en sciences sociales et humaines. La première elle porte sur le modèle standard en physique. Qu'est-ce que l'on appelle en physique le modèle standard et quelles en sont les limites selon vous? Alors, il y a deux modèles standards en physique. Il y a un modèle standard pour l'infiniment petit et un modèle standard pour l'infiniment grand. Donc, le modèle standard de l'infiniment petit s'appelle le modèle standard de la physique des particules, tout simplement. Et le modèle standard pour l'infiniment grand s'appelle lambda-CDM, pour lambda cold dark matter. C'est le modèle cosmologique qui décrit en fait notre cosmologie, où il y a, en plus de la physique des particules qu'on connaît, il y a une constante cosmologique qu'on appelle lambda, et la matière noire froide qu'on appelle cold dark matter. Donc ce sont deux modèles standards. Le modèle standard de la physique des particules a mis du temps à venir. Il y a d'abord évidemment la mécanique quantique, suivi de la théorie quantique des champs dans les années 40, suivi de la construction de théories qu'on appelle les théories de jauge, des théories qui montrent qu'il y a un lien fondamental entre symétrie et force, ce qui permettait de décrire les forces à travers certains types de symétries, et qu'en demandant à ce que les symétries soient valides localement, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un univers qui soit symétrique globalement, mais qui soit aussi symétrique localement, naturellement, le fait de demander qu'un univers soit symétrique localement générait des forces. Et c'est les forces qui étaient observées par la nature. Donc ça, c'est le modèle standard de la physique des particules. On appelle ça, le terme technique, c'est SU3, croix SU2, croix U1. Ce sont des termes qui sont des noms de groupes, en fait, parce que ce sont des groupes de transformation, et donc on appelle ça des noms de groupes. Voilà. Et le modèle standard de la cosmologie est assez récent, paradoxalement, puisque la découverte de l'énergie noire, donc aussi appelée constante cosmologique, c'est 1998, donc c'est quand même assez récent. Et l'idée de la matière noire, c'est 1933, mais les observations les plus claires, c'est les années 70-80. Donc c'est un modèle qui, je dirais, un peu plus récent, principalement dû au fait aussi qu'actuellement, la cosmologie est entrée dans une ère de précision. C'est-à-dire que la cosmologie entre depuis 10-15 ans dans une ère de précision, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas des choses approximatives, on commence à pouvoir mesurer vraiment à des détails près, et donc ce qui permet de tester des prédictions à une précision très 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 grande, et donc ce qui permet de tester nos modèles de façon vraiment plus précise. Donc je pense que la cosmologie maintenant rentre dans une ère de mesure de précision, comme est rentrée la physique des particules avec des accélérateurs dans les années 60. Donc on est dans une nouvelle ère, quoi. Une autre question qui titillait un peu les étudiants qui ne connaissent pas vraiment la physique, c'est la théorie des cordes, dont ils ont entendu parler vaguement. Comment pourriez-vous expliquer cette théorie des cordes de manière, on va dire, intelligible pour des non-physiciens?
Oui, alors il y a une vision très très simple, voire simpliste, mais qui est assez facile à comprendre. C'est que donc la théorie des cordes, c'est une théorie qui essaye d'unifier justement ces deux modèles standards, qui essaie d'unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc l'infiniment grand, comme je l'ai dit, ce modèle standard cosmologique est basé sur une théorie qu'on appelle la relativité générale d'Einstein. Donc c'est un espace-temps qui est continu, donc on a un espace-temps qui est mouvant, qui est élastique. Donc l'espace et le temps sont élastiques, c'est la théorie d'Einstein, mais qui est un espace continu, donc c'est un champ continu, c'est un peu l'équivalent de l'électromagnétisme de Maxwell, si vous voulez. Et la physique des particules, c'est un infiniment petit, où on a quantifié l'électromagnétisme de Maxwell, on a des noms de photons, c'est des quantas, d'accord, qu'Einstein a fait. Donc on n'a pas encore réussi à quantifier Einstein. Donc pour unifier les deux, il faudrait réussir à quantifier la théorie d'Einstein. C'est-à-dire que ce fameux champ de gravitation qui est continu, tout comme le champ de Maxwell était continu avant Einstein, avant Planck, je veux dire, il faut réussir à le quantifier, et ça, on n'arrive pas à le quantifier. Donc soit il y a deux voies pour ça, pour unifier ces deux théories, ces deux modèles standards, soit on quantifie le champ d'Einstein comme Planck a quantifié le champ de Maxwell, ou alors on essaye d'introduire la gravité parmi les forces fondamentales. Et donc ça, c'est un peu la théorie des cordes. On a trois forces fondamentales, la force nucléaire faible, nucléaire forte et électromagnétique. Et on essaye d'introduire à l'intérieur la gravitation. Et pour ce faire, en fait, on se rend compte que c'est très difficile. La notion très simple, c'est que la force gravitationnelle est en 1 sur R, en gros, et quand R tend vers 0, ça tend vers l'infini, donc ça diverge, donc c'est pas possible. Donc naïvement, la première explication plus simple de théorie des cordes, c'est de dire, voilà, on a une échelle de Planck, qui est une échelle toute petite, 10-33 cm, et à cette échelle-là, en fait, on ne peut pas descendre plus bas. Et comme on ne peut pas descendre plus bas, donc on va imaginer qu'une particule, ce n'est pas un point, mais on va l'étirer sous forme de corde. Et il se trouve qu'en étirant une particule sous forme de corde, en fait, et avec chaque mode de vibration qui est un type de particule, on arrive à introduire comme ça les équations d'Einstein dans le modèle standard de la physique des particules. Cette théorie des cordes qui a une échelle très très élevée, donc c'est au-dessus de l'échelle qu'on appelle de Planck, c'est une théorie donc, qui permet d'écrire les théories à des échelles très élevées. Lorsqu'on la regarde de loin, donc de très loin, les cordes redeviennent des points, si vous voulez. Et quand on regarde cette limite de la théorie des supercordes, on appelle ça aussi supercordes en fait, bon, je ne vais pas dans le détail, mais quand on regarde de loin, la théorie s'appelle supergravité. Et beaucoup de gens travaillent sur la supergravité, sur la théorie des cordes ou la supergravité. La supergravité, c'est la théorie effective de la théorie des cordes à basse énergie, qui serait celle qu'on pourrait observer dans nos accélérateurs. Donc, on appelle ça aussi la supersymétrie à basse énergie. Donc, il y aura des nouvelles particules, des particules supersymétriques, qui seraient déduites de ces théories-là. La supergravité, c'est une théorie qui est très très jolie et qui fait une symétrie entre les bosons et les fermions. Il y a deux types de particules, des bosons qui sont plutôt les particules de force, plus le boson de Higgs, les fermions qui sont plutôt les particules de matière. Et donc, quand on fait une symétrie entre ces deux particules-là, en fait, localement, on retrouve une théorie de supergravité qui est elle-même la limite de la théorie des cordes. Une autre question qui a beaucoup intéressé les étudiants en sciences sociales, c'était celle de l'antimatière. De la même façon, est-ce que vous pourriez expliquer de manière assez simple, assez intelligible, cette question de l'antimatière? Qu'est-ce que ça représente? Alors, il y a deux visions de l'antimatière qui sont intéressantes quand on travaille en physique des particules. Il y a la version cosmologique, qui en gros pose la question pourquoi on est plus fait de matière que d'antimatière. Et la question modèle standard de la physique des particules. Donc l'antimatière a une histoire aussi assez complexe. Ça vient d'une équation qui est l'équation de Dirac dans les années 30, les années 28 et 30, qui est une généralisation de l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger n'est pas... Alors, pour ceux qui connaissent l'équation de Schrödinger, ils verront, il y a une dérivée seconde par rapport à l'espace d'un côté, il y a une dérivée première par rapport au temps de l'autre côté. Donc dans l'équation de Schrödinger, l'espace et le temps ne sont pas mis au même niveau. D'accord. Donc elle décrit très bien la physique des particules, mais donc elle ne correspond pas à la relativité restreinte. En relativité restreinte d'Einstein, espace et temps se transforment l'un par rapport à l'autre, donc le temps doit toujours être sur le même point de l'espace. Donc Dirac, en essayant de rendre l'équation de Schrödinger qu'on appelle covariante, c'est le nom qu'on donne, rendre une équation covariante, c'est la rendre compatible avec Einstein. S'est rendu compte, il a trouvé une équation qui faisait appel cette fois-ci à des spinors, donc c'est une équation un peu plus complexe, mais qui, en conséquence, en fait, déterminait ou faisait apparaître un type de particule nouveau qui avait toutes les caractéristiques des particules qu'on connaissait, même masse, si vous voulez, mais une charge opposée.
Et c'est en 1932 qu'Anderson a découvert ce qu'on appelle l'antiélectron, le positron, donc 2 ou 3 années après l'équation de Dirac. Il a découvert une particule qui avait la même masse que l'électron, mais chargée positivement, en observant les raies cosmiques, en fait, qui passaient à travers l'atmosphère. Et donc, la découverte du positron a mis en valeur. Donc, l'antimatière, c'est une particule qui a toutes les mêmes caractéristiques que nos particules à nous, mais avec des charges électromagnétiques opposées. En fait, tous les types de charges qui sont opposées. Et donc, une conséquence principale de ça, c'est que quand on prend une particule de matière et d'antimatière et qu'elles s'approchent l'une par rapport à l'autre, elles s'annihilent pour former de la lumière, des photons. Donc, en clair, actuellement, dans l'univers, par exemple, une question qui suit de ça, qui a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre encore en ce moment, qui porte le nom de baryogénèse, genèse des baryons, genèse de la matière, si vous voulez, c'est que notre univers est fait de matière. On n'a que des galaxies, c'est-à-dire que nos électrons sont négatifs, nos protons sont positifs. On a beau regarder très loin dans l'univers, il n'y a pas d'antimatière. Très peu d'antimatière. L'antimatière est très peu présente, ce qui n'est pas très normal, parce que normalement, notre univers est assez symétrique en matière et antimatière. Donc on a du mal à comprendre pourquoi il y a une telle dissymétrie, d'autant plus que si on compte le nombre de particules de matière par rapport aux photons, on a à peu près une particule de matière pour 3 milliards de photons. Ça veut dire qu'en gros, tout début de l'univers, j'avais 3 milliards et une particules de matière, 3 milliards de particules d'antimatière, et les 3 milliards et une particules de matière sont annihilées avec les 3 milliards de particules d'antimatière pour n'en rester qu'une, qui sommes nous. Donc un des problèmes de ce qu'on appelle la baryogénèse, c'est de comprendre pourquoi ce petit reliquat de matière au début de l'univers, qu'est-ce qui a fait que l'univers a été un peu dissymétrique et a formé un tout petit peu plus de matière que d'antimatière, qui fait que nous sommes constitués de matière. D'accord. Voilà. Alors une autre question que les étudiants se posaient, c'est que les physiciens ont observé une réaccélération de l'expansion de l'univers, alors qu'ils pensaient au départ que l'univers allait s'étendre, on va dire, de moins en moins vite pour parler de manière très triviale. Certains avancent que cette accélération a même doublé depuis. Peut-on mesurer ou du moins estimer la taille de l'univers et si oui, comment? Alors, c'est aussi une notion importante de l'univers, parce que quand vous entendez parler de l'univers, en général, il faut rajouter l'univers visible. Parce que le Big Bang a eu lieu il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Donc la lumière a été émise il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Donc la lumière qu'on observe maintenant du Big Bang, qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est à peu près 380 000 ans après le Big Bang que la lumière s'est vraiment échappée et qu'on a pu commencer à l'observer. Donc sur ces 13,8 milliards d'années de parcours, donc la lumière qu'on observe maintenant, donc ça correspond à un point où la lumière a été émise ici. D'accord. Il est évident que cette lumière-là passe ensuite de l'autre côté dans notre dos et qu'on ne la voit plus. Donc chaque jour, en fait, on voit une petite partie de l'univers qui est un peu plus grande. Donc demain, on verra cette partie-là de l'univers parce que la lumière est sur la route. Donc la lumière de cette partie de l'univers, elle est sur la route, on ne la verra que dans 10 ans. Puis celle-là, on la verra dans 20 ans. Donc on ne voit qu'une tranche d'univers, toujours séparée, on ne voit que des tranches d'univers. Tout comme les étoiles que vous voyez dans le ciel, c'est des tranches de temps. L'étoile que vous voyez Proxima, c'est à peu près à, on va dire, entre 2 et 4 années-lumière. Bon, 4 années-lumière pour Proxima. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, les étoiles qu'on voit correspondent à des lumières qui ont été émises plus tôt. D'accord. Donc plus on voit loin, plus on remonte dans le temps. Donc l'univers visible, c'est cette petite bulle ici que je vous ai dessinée là, où c'est toute la lumière qui est émise depuis le Big Bang, on va dire, jusqu'à maintenant. L'autre partie plus loin de l'univers, on ne sait pas de quoi il est fait. Mais l'univers est évidemment plus grand que l'univers visible. Donc la première chose qui est importante de se dire, c'est que l'univers est sans doute extrêmement plus grand. D'accord. Et qu'on n'a pas d'idée de ce qui se passe dans ces autres parties de l'univers, comme un ballon de football, où on ne voit finalement qu'un seul carré du ballon de football, et on ne voit pas les autres carrés parce que la lumière n'est pas encore émise. Alors maintenant, la question pour savoir si, votre question c'était de savoir s'il y avait... Est-ce qu'on peut mesurer, justement, calculer cette taille au-delà de l'univers visible, par exemple, ou du Donc moins cette taille, on la connaît. Alors, il faut savoir que depuis que la lumière a été émise, en fait, l'univers s'est étendu entre-temps, parce qu'il est en expansion. Donc, la lumière a mis à peu près 13,8 milliards d'années à venir, mais la taille de l'univers, ce n'est pas 13,8 milliards d'années-lumière, c'est à peu près en rayon. C'est à peu près 45, 43, 45 milliards d'années-lumière, parce qu'entre-temps, il s'est étendu. D'accord. Donc ça, c'est la taille de l'univers actuel. C'est-à-dire au moins qu'on sait qu'il existe, parce que ce point-là a émis de la lumière, donc maintenant, il est au moins ici. D'accord. Donc comme je vous dis, chaque jour, on verra un univers un peu plus grand. Maintenant, il faut savoir que l'univers est en expansion accélérée. Il y a forcément un point où l'univers s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Ça aussi, c'est une notion que les gens parfois ont du mal à comprendre. Donc, la lumière, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière à travers l'espace. On ne peut pas traverser l'espace plus vite que la vitesse de la lumière, mais l'espace lui-même n'a pas de limite de vitesse.
Donc les deux points qui sont là, même si je ne bouge pas et ce point-là ne bouge pas, il est possible que ces points-là s'éloignent par expansion plus vite que la vitesse de la lumière sans qu'aucun des deux ne bouge. D'accord. Ils ont des vitesses nulles, donc ils ne violent pas le principe d'Einstein, aucun des deux bouge, mais l'espace, lui, s'étend plus vite. Donc c'est un peu comme si vous étiez face à un tapis roulant et que le tapis roulant est contre vous, et donc vous marchez. Si vous marchez plus vite que la vitesse du tapis roulant, vous continuez à avancer plus lentement évidemment, mais vous atteindrez quand même votre but. Et le tapis roulant, c'est l'espace qui s'étend, vous, c'est la lumière. Et si jamais j'accélère le tapis roulant, comme l'univers est en expansion accélérée, donc le tapis roulant, je l'accélère, j'accélère, à un moment donné, il ira plus vite que vous et vous commencerez à reculer. Donc en fait, c'est ce qui se passe dans l'univers. Il y a des points de l'espace où l'accélération est tellement grande que la lumière ne nous parvient pas. D'accord. Donc ça s'appelle un horizon. Il y a un horizon, et cet horizon des événements, je dirais, de l'univers, on n'a aucune idée de ce qui se passera de l'autre côté, ce qui se passe de l'autre côté, puisque toute lumière qui est émise à cet endroit-là va à une vitesse plus faible que le taux d'expansion de l'univers. Donc elle recule par rapport à nous. Elle va à la vitesse de lumière, mais comme elle va plus lentement que l'expansion de l'univers, pour nous, c'est comme si elle reculait. En fait, elle ne nous parviendra jamais. Donc c'est un horizon des événements qui est le même que celui d'un trou noir. Donc il y a deux horizons dans la physique. Il y a cet horizon-là, on appelle ça l'horizon de Hubble, l'horizon de Sitter, parce que c'est de Sitter le premier qui a eu l'idée de ce genre d'espace, d'expansion accélérée. Donc c'est un horizon qui a une expansion ici accélérée. Il y a un autre horizon qui est l'horizon qu'on appelle le Schwarzschild pour les trous noirs, qui a un horizon cette fois-ci juste spatial, pas temporel mais spatial. Donc c'est une courbure de l'espace-temps, un peu comme une cascade. Et pareil, comme le tapis roulant, c'est une eau vous imaginez l'eau de cascade, et la cascade, l'eau tombe dans une cascade. Et il y a un horizon des événements où le poisson, ou vous avec votre barque qui ramez, vous ne pourrez pas lutter contre le flot de l'eau et vous tomberez dedans et vous ne pourrez jamais remonter. Donc ça, c'est un autre horizon des événements. Donc, de l'autre côté de ces horizons de ces événements, que ce soit pour l'univers ou pour le trou noir, on n'a pas d'informations puisque la lumière ne sort pas. De quelle façon on peut savoir ce qui se passe dans ces autres parties de l'espace? Bon, il y a des gens qui imaginent des trous de verre, il y a des gens qui imaginent plein de courbures d'espace pour pouvoir y aller en faisant des raccourcis. Mais ça, on n'en sait rien. Mais a priori, dans l'état actuel de la physique, on ne peut rien dire au-delà de ces deux horizons-là. Est-ce que cela signifie que si l'univers continue de s'étendre et de s'étendre, un physicien dans des centaines de milliards d'années sur Terre ne verrait plus rien, enfin se croirait seul dans l'univers ou ne verrait plus rien? C'est ça. Le calcul est assez simple. Alors, j'ai fait le calcul, j'ai oublié, c'est au bout de 150 milliards d'années, quelque chose dans le genre. On peut calculer le temps à partir duquel, effectivement, donc l'expansion, alors faut faire attention avec l'expansion de l'univers, parfois on dit des choses étranges, genre l'univers s'étend, donc la Lune s'éloigne de la Terre, donc nous on s'étend. Non, faut savoir que les forces moléculaires qu'on a nous, la force gravité à notre position là, est beaucoup plus forte que l'énergie noire responsable de l'expansion. L'énergie noire responsable de l'expansion, on ne la sent pas nous, parce qu'elle est très faible ici par rapport à nos forces moléculaires. Donc l'espace s'étend, mais les atomes entre nos forces électromagnétiques résistent à l'expansion. Donc en fait, nos atomes ne bougent pas, c'est l'expansion est là, mais nos atomes ne bougent pas. Donc la Lune ne s'éloigne pas de la Terre, on n'est pas en train de s'étendre nous, on ne grossit pas. Mais dans les distances à partir desquelles la gravité est plus faible que le taux d'expansion, donc c'est assez facile à calculer parce que le taux d'expansion, c'est la constante d'Hubble, c'est en gros de l'ordre de grandeur de 67 km par seconde par mégaparsec. Mégaparsec, c'est une distance entre galaxies. Par exemple, nous, on est à peu près à en gros 2 mégaparsecs par rapport à Andromède. Donc en fait, quand on fait le calcul, excuse-moi, je suis 2 millions d'années-lumière, donc 700 mégaparsecs à peu près, donc 2 millions d'années-lumière d'Andromède. Donc à cette distance entre nous et Andromède, c'est encore la gravité qui domine. Parce que 67 à 100 km par seconde, c'est des vitesses typiques. Des galaxies, ça va à 500, 600 km par seconde. Donc les centaines de kilomètres par seconde, c'est des vitesses classiques générées par la gravité. Par contre, dès que je vais au-delà du 10 mégaparsec ou 20 mégaparsec, ma vitesse, elle arrive à 6000, à 600, 1000 ou 6000 km par seconde. Et donc là, la vitesse d'expansion est plus grande que les vitesses entre elles générées par la gravité. Donc au-delà de 20, 30, 40 mégaparsec, tout ce qui s'éloigne en fait, et s'éloigne plus rapidement que ce que la gravité est capable d'attirer. Donc dans 6 milliards d'années, Andromède va nous absorber, donc il n'y aura plus qu'une seule galaxie. Et donc dans à peu près une centaine de milliards d'années, en fait, à peu près, après on peut faire les calculs, c'est un petit peu plus, mais on peut voir qu'il ne restera à peu près dans notre univers, effectivement, que notre galaxie, mélangée avec celle, combinée avec celle d'Andromède, et que tout le reste sera passé de l'autre côté de l'horizon, vu comme je vous dis que plus on s'éloigne, plus on va vite. Donc tous les galaxies qui s'échappent en fait de notre gravité vont passer de l'autre côté de l'horizon et leur signal, comme le gars qui court sur le tapis roulant de l'aéroport, ne nous parviendra plus. Donc, est-ce qu'un physicien dans, on va dire, 2000 milliards d'années sera capable de savoir l'univers en expansion? C'est un exercice que je demande à mes étudiants. Est-ce qu'il pourra le savoir? Vu qu'il ne pourra plus observer, comme Hubble l'a fait, des galaxies qui s'éloignent, parce qu'on sera une seule galaxie et tout sera passé de l'autre côté de l'horizon.
Oui, il faut qu'il ait une idée, il faut que ce soit un Einstein qui pense un univers en expansion. Alors, je ne sais pas comment il le fera. Il faudrait qu'il mette un miroir très très loin dans l'espace, qu'il lance un miroir à une distance qui correspond au ton d'expansion Ah. et qu'il voit le miroir effectivement s'éloigner. Puis Donc, même Einstein, au début, pensait à un univers statique plutôt qu'un univers en expansion. Ce exactement. sera peut-être pas suffisant. Non, mais c'est une bonne remarque parce qu'à l'époque d'Einstein, donc quand il a fait cette théorie en 1915 et 1917, l'univers était statique. Donc il a rajouté sa constante cosmologique pour avoir un univers statique parce qu'il observait un univers statique. Finalement, il se trouve que l'univers est en accélération. 1929, Hubble, en expansion. Enfin, 1929, c'est Hubble, univers en expansion. 1998, c'est Adam Rees et Perlmutter et Brian Schmidt, l'univers en expansion accéléré. D'accord. Donc l'univers en expansion, c'est 1929, statique 1917, 1988. Donc en fait, Einstein avait imaginé un univers qui n'était pas ce qu'il était. Enfin, il avait imaginé qu'il était statique alors qu'il n'était pas statique. Donc il avait adapté ses équations avec. Donc on peut imaginer un Einstein qui imagine un univers en expansion, alors qu'il ne le voit pas en expansion, Bien sûr. d'accord, et qui fait des équations et qu'il a l'idée de l'expérience de lancer un miroir dans l'espace. Alors, un autre volet de questions porte cette fois-ci sur le temps. Notamment, alors, les étudiants sont partis d'une citation d'Einstein que vous aimez beaucoup. La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, aussi tenace soit-elle. Euh, Certains ont lu aussi Poincaré qui avait démontré qu'il était, on va dire, impossible de mesurer le temps. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point de l'impossibilité de mesurer le temps? Alors, donc il y a deux choses, hein. Tu parles du temps et de la mesure du temps, Oui. c'est deux choses un peu différentes. Pour la mesure du temps de Poincaré, oui, Poincaré disait qu'il est impossible de mesurer le temps. C'est assez facile à imaginer. Déjà, il faut définir le temps. Quand je demande à mes étudiants de définir le temps, j'ai à peu près autant de définitions que d'étudiants, hein. Si je vous demande d'écrire qu'est-ce que le temps, je pense que chacun ici mettrait une définition différente. Moi, je prends celle de Leibniz, qui est l'ensemble des choses connectées, donc des choses connectées entre elles et incompatibles. Alors, quand on dit ça, l'ensemble des choses connectées et incompatibles, c'est pas très clair. Je prends souvent l'exemple d'une boule de bowling qu'on lance et des quilles qui sont debout. Donc, je ferai un clic-clac de photo avant de lancer la boule de bowling. On voit la boule de bowling sur le tapis, les quilles qui sont debout. La boule de bowling va, les quilles se renversent et je reprends une photo clic-clac avec les quilles qui sont par terre. Et si je compare ces deux photos, elles sont évidemment incompatibles, à part la physique quantique, Oui. mais on va dire les quilles ne peuvent pas être debout et par terre en même temps. Mais elles sont connectées. Les deux photos sont connectées entre elles. L'une est la conséquence de l'autre. Donc c'est parce que ces deux photos sont connectées mais ne sont pas compatibles entre elles que le cerveau traduit ça par une temporalité. Quand vous voyez la feuille de l'arbre qui est comme ça et comme ça, c'est parce que la feuille de l'arbre ne peut pas être à la fois comme ça et comme ça, que le cerveau traduit qu'il s'est passé quelque chose. Et que ce quelque chose, on va appeler ça temps. Hein, c'est ce qui permet de rendre deux choses incompatibles qui sont quand même connectées entre elles. Ouais. Donc, une fois qu'on a défini le temps, et si on veut le mesurer, et si on imagine un instrument parfait qui est capable de mesurer le temps, donc vraiment dans votre imagination, vous imaginez non pas une montre ou une horloge atomique, mais mieux que ça, l'horloge qui est théoriquement parfaite. C'est-à-dire qu'elle met le même temps pour aller de A à B et de B en A. Elle a le même temps. Elle est vraiment parfaite, donc c'est un objet théorique. On sait très bien que si jamais elle est dans un environnement, quel que soit l'environnement, la position de la Lune va un peu influer sur la machine. La température va un peu influer sur la machine. Même la position de la galaxie Andromède va indirectement un peu influer sur la machine. L'environnement, comme l'environnement bouge, l'environnement va évidemment affecter mon objet, qui est un objet lui-même physique. C'est inévitable. Donc même si je n'ai un objet totalement parfait, le fait que mon univers autour bouge rend mon appareil, qui est théoriquement parfait, imparfait. Non pas l'objet lui-même, mais parce qu'il est dans un environnement qui, lui, est en train de bouger. La seule possibilité pour vraiment mesurer un temps de façon parfaite, c'est que mon objet soit dans le vide, ou que l'univers ne bouge pas. Mais si l'univers ne bouge pas, il n'y a plus de notion de temps. C'est absurde. Si un univers ne bouge pas, le temps n'a plus de notion. C'est absurde de mesurer le temps en univers qui ne bouge pas. Donc en fait, c'est ce que disait, c'est ça le raisonnement de Poincaré, en disant on est incapable de mesurer le temps de façon parfaite, mais on peut se rapprocher. Donc on fait des objets qui s'en rapprochent de plus en plus. Maintenant, dans ces notions, tu demandes aussi qu'est-ce qu'est le temps. Et là, on retrouve les théories d'Einstein. C'est important aussi de savoir que ce n'est pas le temps, mais les temps. Hein. Einstein a bien défini que le temps n'était pas unique à tout le monde, absolu, mais était vraiment particulier, était personnel. Alors ça vient du fait, et je vais vous montrer une expérience très simple, et c'est vrai que quand on l'explique de cette façon-là, c'est quand même assez fondamental, c'est que le problème, même avant d'Einstein, on appelle ça les aberrations chromatiques de Bradley au XVIIIe siècle, donc c'est assez ancien, on avait observé que la vitesse de la lumière était constante pour l'observateur, c'est très important, hein, une vitesse de la lumière, la vitesse du son est constante, hein, quelle que soit la source, mais ce qui est important, c'est la constante de la vitesse de la lumière par rapport à l'observateur.
C'est que la Terre bouge autour des étoiles et quelles que soient les étoiles qu'on observe, que ce soit ici ou ici, on mesurait toujours 300 000 km par seconde. Or, ce qui n'est pas normal, parce que si je me rapproche d'une étoile, je devrais mesurer une vitesse plus grande que si je m'éloigne d'une étoile. Donc, la vitesse devrait normalement dépendre de l'observateur, de comment on bouge, et ce n'est pas le cas. D'accord? Comme sur une vague, hein. Si on surfe sur une vague, on ne voit pas la vague parce qu'on est sur la vague, et si on surfe contre la vague, on voit la vague qui nous arrive vers nous. Donc, comme la lumière est une onde, la lumière devrait dépendre de la vitesse de la Terre. D'accord? Dans ce qu'on appelle l'éther, à l'époque, c'est ce qu'on pensait, on pensait que la lumière se propageait dans l'éther. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cours après la lumière à 290 000 km par seconde, je ne vais pas mesurer 10 000 km par seconde, je vais mesurer encore 300 000 km par seconde. Alors on sait très bien que si j'ai un train qui va à 300 km/h et que je cours après à 200 km/h, je vais mesurer 200 km/h. Que si je vais à 300 km/h avec le train ne va pas bouger. Je vais le voir avec moi et je vais croire qu'aucun des deux ne bouge parce que si j'efface tout le paysage autour, on va être l'un en face de l'autre. Pour la lumière, c'est pas pareil. Même si je cours après à 299 999 km par seconde, je vais encore mesurer 300 000 km par seconde. Donc il y avait deux solutions à ça. Soit la solution Marvel, qu'on appelle Photon. J'ai vu qu'il y avait une super-héros qui s'appelle Photon. Donc il sait que je cours après et qui accélère pour que toujours on garde 300 000 km par seconde. Donc, si je cours, la lumière elle sait que je cours après. Et donc du coup elle accélère pour toujours garder la même distance avec moi de 300 000 km par seconde. Alors c'est pas ce qu'a pensé Einstein. Einstein s'est dit la seule solution, si moi je suis à 299 000 km par seconde et la lumière à 300 000 km par seconde, mais je mesure encore 300 000 km par seconde, c'est que mon horloge interne ralentit quand j'accélère et j'ai l'impression de mesurer 300 000. C'est-à-dire que l'horloge, quand j'ai horloge, c'est tout, c'est notre propre temps, le battement cardiaque, les divisions cellulaires, mon horloge, ma montre, tout ce qui m'entoure, mon temps ralentit de telle sorte que je mesure toujours 300 000 km par seconde. Ça veut dire que la vitesse de la lumière est celle qui définit mon temps. C'est-à-dire que mon horloge, le tic-tac que vous avez de votre horloge, vos battements cardiaques, sont réglés de telle sorte que vous mesurez toujours 300 000 km par seconde comme vitesse de la lumière. Je répète ça parce que c'est assez étrange. Mes battements cardiaques sont réglés de telle sorte que je vais toujours mesurer 300 000 km par seconde par la vitesse de la lumière. Si j'accélère, mes battements cardiaques vont ralentir pour toujours mesurer 300 000 km par seconde par la vitesse de la lumière. D'accord? Donc le temps propre, donc mon battement cardiaque à moi ne va pas bouger, je vais toujours mesurer 300 000 km par seconde, mais pour quelqu'un qui est resté au sol et qui me voit passer très vite moi, mes battements cardiaques vont aller très lentement pour lui. Lui, il va mesurer 300 000 km par seconde, ses battements cardiaques vont être comme ça, et lui, il va me voir passer avec des battements cardiaques qui vont faire ça. Parce que mes battements cardiaques se sont adaptés pour mesurer 300 000 km par seconde alors que j'accélère. Alors que je vais vite. Donc en fait, j'accélère pas, je vais en vitesse constante, mais à une vitesse très rapide. Donc le temps est vraiment quelque chose, une notion qui est fondamentalement liée à l'espace. C'était un grand débat, est-ce que le temps est ou non lié à l'espace? Et Einstein a répondu avec cette question avec ça. Voilà. Alors une autre question peut-être un peu plus légère, cette fois-ci sur les voyages dans le temps. Est-ce que ces voyages dans le temps seraient possibles théoriquement? On les voit dans certains films de science-fiction. Alors c'est une question aussi, c'est vrai, une question qu'on me pose récemment alors, sur un magazine Ciel et Espace, 1 heure au téléphone parce qu'elle voulait à tout prix essayer de voir ce qu'on appelle la causalité, le principe de causalité. C'est vrai que c'est assez complexe. Je pense que vous êtes tous, enfin beaucoup ont dû voir le film Interstellar, j'imagine, avec cette histoire de trou de verre, trou noir, trou de verre. Alors, il est possible en passant à travers un trou de verre, en revenant, etc., un voyage. Il y a des petites techniques assez simples. Dans le magazine scientifique que j'avais lu quand j'étais au collège, c'était ça le premier article que j'avais lu qui m'a intéressé, c'était ce fameux trou de verre pour montrer qu'on pouvait remonter le temps en passant à travers un trou de verre. Techniquement, on peut le faire, les équations d'Einstein le permettent. Donc, c'est quelque chose qui est assez étrange, mais le problème est plus un problème à la fois physique et humain, le fameux problème de la causalité. En gros, le même problème, si je remonte le passé, je tue ma grand-mère, qu'est-ce que je deviens? Donc, c'est un peu un problème qui est résumé en physique, qui dit que les causes doivent toujours suivre les effets. Enfin, les effets suivent toujours les causes, d'accord? Donc, il ne peut pas avoir d'effets qui arrivent avant les causes. Or, dans ce genre de petites tribulations, on se promène, train de trouver, on revient, il y a effectivement une possibilité d'agir sur la cause avant qu'elle donne un effet. D'accord. Et ça pose évidemment un problème fondamental de la physique. Un problème fondamental de la physique, parce que évidemment, si je suis l'effet d'une cause, mais que moi-même je peux agir sur la cause, que devient moi-même mon effet en tant qu'étant un effet d'une cause? Alors, c'est pas clair, dans le film Interstellar, à mon avis, il a dû beaucoup poser la question à Kip Thorne, puisque le conseiller scientifique était Kip Thorne, et il y a la scène où il pousse le livre. Oui. Voilà, cette fameuse scène où il pousse le livre, je pense que c'est la grosse discussion, est-ce que le livre tombe ou pas?
En gros, est-ce que quand on revient dans le passé, est-ce qu'on est face à des choses qu'on peut observer nous-mêmes et sur lesquelles on peut agir? Ou est-ce que dans un espace entre guillemets parallèle, les gens aiment bien le côté espace parallèle, où il n'y a aucune interaction entre les deux? Il se peut que comme la gravité est très faible, il se peut très bien qu'en revenant dans un autre point d'espace, dans le même point d'espace-temps, mais en revenant sur le passé, Oui, un même point d'espace, excusez-moi, mais de temps du passé, on se trouve dans un espace qui est parallèle en fait, d'accord. qui n'est pas en connexion avec l'espace. Par exemple, je vous prends un exemple, parfois c'est des théories un peu ésotériques tout ça, mais Oui, il y a une interprétation de la physique quantique, le fameux chat de Schrödinger, vivant ou mort. On ouvre la boîte, il est vivant ou il est mort. Dans la boîte, il est vivant et mort. Et quand j'ouvre la boîte, il est vivant ou mort. D'accord? C'est l'un ou l'autre, alors que quand il est dedans, il est dans deux états en même temps. oui, Il y a une interprétation qu'on appelle de Houellette, une autre interprétation de la physique quantique où il est vivant et mort, et à chaque fois on prend un chemin différent d'espace. d'accord. Et on a une histoire différente, et à chaque fois que il y a des choix possibles, des univers avec tous les choix existent, et que tous les choix sont pris en fait ensemble. C'est pas l'un ou Mm. l'autre, mais c'est encore l'un et l'autre dans des espaces Oui, différents, et que donc évidemment il y a une infinité d'espaces. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait arriver dans un espace dans le passé, on pourrait revenir dans une autre couche d'espace qui n'est pas liée avec celle qui a fait nos choix. Alors maintenant, pourquoi c'est pas clair la réponse? C'est très simple, donc nos réponses sont pas claires parce qu'on n'a pas de théorie quantique de la gravité. d'accord. Et donc comme on n'a pas de théorie quantique de la gravité, tout ce que je vous raconte là, peut-être aura une réponse quand on arrivera à avoir une théorie des cordes, on en a parlé au tout début, Oui, ou quantifier l'espace continu d'Einstein. Alors si on a une théorie quantique de la gravité, là, beaucoup de choses auront des significations qui seront telles qu'on sera obligé de remettre en cause tout ce que je vous parle de causalité. Un exemple très simple, vous avez vu Alain Aspect, ou vous avez une conférence d'Alain Aspect avec l'intrication quantique. Donc tout est lié un peu, hein, toute sûrement. action ici, AGS, etc. Une particule est là et là en même temps. Tous ces paradoxes quantiques vont, si je quantifie la gravité, vont aussi s'appliquer sur le temps et sur l'espace. C'est-à-dire que le temps ne sera plus une notion continue qui va dans un sens, 1, 2, 3, 4 secondes, D'accord. mais c'est-à-dire qu'une seconde pourra peut-être valoir 0,5 secondes ou 2 secondes. Mm. La seconde, le temps sera lui-même flou, sera lui-même quantique. Donc les notions de revenir dans le passé, dans le temps, même la notion de passé et de futur sera du coup aussi remise en cause, Oui, parce que ce sera flou. Alors ça, c'est des théories qui seraient valables quand on a une énergie au-dessus de l'échelle de Planck, c'est-à-dire à l'intérieur d'un trou noir, c'est le cas, on a besoin de densité d'énergie au-dessus de l'échelle de Planck, ou l'horizon des événements dont je vous ai parlé à propos du Big Bang. Donc en fait, ces deux domaines de l'univers, ces domaines où les énergies sont telles qu'il nous faut une théorie quantique de la gravité, et donc les notions de temps et d'espace, de passé et de futur, deviennent quantiques. Alors là, personne ne sait ce que ça peut devenir, mais là, quand on aura cette théorie quantique de la gravité, on aura toutes ces notions de temps qui seront d'un seul coup redéfinies oui, par quelque chose d'autre, un autre objet. Les gens parlent de l'information, théorie de l'information, mais c'est possible que espace et temps, qui pour l'instant sont une seule notion avec Einstein, oui. deviennent une notion quantique. Donc Mm. espace-temps, déjà, c'est une notion avec Einstein, mais cette même notion devra donner un autre nom, qui Mm. sera un nom quantique, une information quantique peut-être, Oui, qui contiendra l'espace et le temps en même temps, mais qui sera assez flou. Alors ce que je vous raconte, c'est très flou pour tout le monde, parce qu'on n'a pas la théorie en main, bien mais c'est sûr. votre génération, ce que je dis, c'est votre génération qui la trouvera, cette théorie-là, et j'aurai hâte de voir votre nouvelle définition du temps. Puis ça rejoint la question de dépassement de modèle standard qu'on a abordé au début. Exactement, ça unifiera ces deux modèles-là. Alors il y a une question aussi qui porte, on va dire, sur la fin de l'univers, entre guillemets. Certains estiment que l'univers futur, la notion d'univers futur, s'achèvera dans 10 puissance 102 années. Enfin, s'achèvera, enfin au moins Ouais, ouais. ce qu'on a abordé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut calculer cela et à quoi ressemblerait cette fin de l'univers, pour C'est parler de bon, manière un disons peu donné, simpliste? ouais, c'est le chiffre exact, c'est drôle, parce que c'est un chiffre, en fait, c'est plus ou moins, c'est l'âge, alors c'est pareil, c'est théorique, hein, donc ce serait l'âge de notre trou noir central, hein, d'accord, je pense d'ailleurs que c'est l'âge du trou noir Sagittarius. Donc à mon avis, ça doit être un peu plus que ça, parce que si on prend la fusion de Sagittarius et du trou noir de Andromède, ouais, ce sera peut-être un facteur, je sais pas, il faudrait que je calcule, peut-être un facteur 10 ou 20 de plus. Mais effectivement, en fait, parce qu'un trou noir a une certaine durée de vie, D'accord? d'accord? Enfin, on le pense, hein, c'est Hawking, en fait. Quand Hawking a fait sa théorie des trous noirs, en fait, il a unifié, déjà c'est très fort la théorie des trous noirs Hawking, parce que c'est la seule formule qui unifie à la fois la relativité d'Einstein, Mhm. la physique quantique et la thermodynamique. D'accord. Hein, on a trois constantes fondamentales, je veux dire, on a h bar, la masse de Planck et la constante de Boltzmann, c'est les constantes fondamentales. Et C, la vitesse de la lumière, mais c'est lié à M Planck.
Et donc, c'est vrai que c'est la seule formule, alors vous la regarderez, hein, je ne vous la donne pas, mais ceux qui sont curieux, vous la verront sur Internet. C'est la seule formule, elle est gravée dans Westminster Abbey, hein, sur la stèle de Hawking. C'est la seule formule qui a ces 3 constantes en fait dedans. Donc, c'est la température d'un trou noir, d'accord, ou la durée de vie d'un trou noir. Ok. Donc, en fait, un trou noir rayonne une certaine température. Et donc, il perd de l'énergie, d'après Hawking. Hein. Ça vient juste du fait que le principe, c'est que quand on déforme l'espace-temps, donc le trou noir, c'est une grosse déformation d'espace-temps, c'est comme si je déchirais l'espace-temps. Quand j'accélère l'espace-temps, un peu ce qui se passe aussi quand il vient en accélération, quand j'accélère l'espace-temps, je crée des particules. C'est un peu lié au fait que, et une paire de particules-antiparticules pour être plus précis. D'accord. C'est un peu lié au fait que du tapis, où je reviens sur le tapis où je marchais, supposez que tous les gens qui marchent, donc je mets plein de gens sur le tapis, d'accord, ils vont contre le tapis, d'accord, à l'opposé du tapis, ils vont tous vers la gauche, d'accord, et le tapis, je ne l'ai pas mis en route encore. Donc tout le monde va vers la gauche, mais il y en a qui vont plus vite que d'autres. Je mets mon tapis en route. Donc je vois bien que ceux qui vont plus vite vont encore aller vers la droite, ou vers la gauche, ça dépend qui regarde, pour moi c'est vers la gauche, d'accord. Mais ceux qui sont les plus lents vont commencer à reculer, parce qu'ils vont moins vite que le tapis. Ouais. Donc je vais avoir une population, donc je vais appeler particules ceux qui vont vers la gauche, et antiparticules ceux qui vont vers la droite. En fait, c'est une histoire de signe de fréquence, on appelle ça. Fréquence positive, fréquence négative. Donc j'ai des gens qui ont des fréquences positives, ils vont vers la gauche, d'autres qui ont des fréquences négatives, qui vont vers la droite. Et donc c'est ça une paire de particules antiparticules. J'avais au départ que des particules, D'accord. et en accélérant mon tapis, j'ai créé des paires d'antiparticules. J'ai créé des personnes qui allaient aller vers gauche, qui retournaient au départ. Et donc, c'est revenir vers le temps. Une antiparticule peut être interprétée comme des particules qui remontent le temps. Donc, en fait, j'ai personnes qui vont revenir au point de départ et d'autres qui vont quand même aller au point d'arrivée. Donc, en fait, c'est ça l'espace-temps. C'est mon espace-temps, si je l'étire très vite, je vais créer des paires de particules antiparticules. On appelle ça les transformations de Bogoliubov pour ceux qui vont aller plus loin. Mais c'est à peu près ça qu'on fait. C'est vraiment pas très différent de ça. Et c'est ce que Hawking a calculé. Il a dit, mon espace, quand j'ai un trou noir, quand j'ai un soleil qui s'effondre, en fait, qui fait un trou d'espace-temps, ma déformation d'espace-temps est tellement violente que je crée des paires de particules antiparticules. En fait, ma courbure est tellement forte que pour résister à tomber dans le trou noir, je suis obligé d'accélérer pour ne pas tomber dans le trou noir. Et mon accélération se traduit par des particules qui rentrent, des particules qui sortent. Des gens qui vont vers la gauche, des gens qui vont vers la droite. Et donc, cette perte de particules, tous ces gens qui vont vers la gauche, c'est une perte d'énergie. Et donc, mon trou noir perd de l'énergie. Sans rien avoir autour, il va naturellement radier l'énergie. À force d'émettre des particules, il va radier l'énergie, la courbure va petit à petit se fermer et mon trou noir va disparaître. Et donc, c'est 10 puissance 102 années, c'est ça. On calcule la durée de vie d'un trou noir par rapport aux particules. Donc, suivant sa masse, plus il est massif, évidemment, c'est facile à comprendre, plus il va mettre du temps à mourir, d'accord. Et plus il est petit, plus il va se désintégrer rapidement. Donc, un trou noir stellaire peut vivre, il y a des milliards d'années à peu près, mais beaucoup plus que des milliards d'années, et un trou noir supermassif comme celui qui est au centre de notre Voie lactée doit vivre dans les 10 puissance 102 années. Un trou noir peut vivre, mais il y a des trous noirs qui peuvent vivre beaucoup moins que ça, hein. Il y a des trous noirs qui peuvent vivre 10 puissance 17 années, par exemple, donc un trou noir de la taille d'une météorite, à peu près, ça vit l'âge de l'univers. L'âge de l'univers, donc on va dire 5-10 milliards d'années, ces trous noirs de la taille d'une météorite. On n'a pas trouvé ces trous noirs-là encore, hein. Les seuls trous noirs qu'on connaît pour l'instant, c'est ceux qui sont stellaires, donc la masse à peu près d'une étoile. On sait comment ils sont formés, hein. Une étoile s'effondre, forme un trou noir. On les a observés, on les a pris en photo, on les a vus se collisionner à partir des zones gravitationnelles. On les connaît assez bien théoriquement aussi, c'est Stephen Hawking, donc on connaît assez bien ça, Kip Thorne, il n'est pas le seul, Penrose, etc. Mais on connaît très bien ces trous noirs-là. Il y a un type de trou noir qu'on observe mais qu'on ne sait pas d'où ils viennent, c'est les trous noirs dont je vous ai parlé au centre des galaxies, supermassifs. Au centre de la galaxie, au centre de Sagittarius, c'est des trous noirs qui font des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. On n'a aucune idée d'où ils viennent parce qu'ils sont très très massifs et ça ne peut pas venir du rassemblement de trous noirs d'étoiles puisqu'il aurait fallu beaucoup trop d'années. Donc là, beaucoup de recherches théoriques. Donc ça, c'est des trous noirs qu'on observe mais qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et il y a un troisième type de trous noirs qu'on appelle les trous noirs primordiaux sur lesquels je travaille, qui sont des trous noirs qui sont plus légers, donc qui n'ont pas sourcé par une étoile, qui ont été produits avant même que les étoiles soient là, qui viennent juste de la condensation de matière. Alors ça peut être dans la taille de Tour Eiffel, ça peut être 1 gramme même, hein, mais 1 gramme ça se désintègre tout de suite, mais ça peut être 10 grammes, 20 grammes, 1 kilo, 10 kilos, la masse de Paris, etc., la masse d'une montagne. Donc ça c'est théoriquement possible, et rien n'interdit. Un trou noir, je répète, un trou noir c'est juste quelque chose qui se concentre, hein. Donc c'est soit la masse d'un soleil dans Paris, je prends le soleil, je le condense dans Paris, j'ai un trou noir, mais je prends un hamster, je le mets dans 0,1 mm3, j'ai aussi un trou noir. Donc, en fait, un trou noir c'est juste une concentration d'énergie. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire, c'est ça, c'est que 10 puissance 102 années, la fin de l'univers, ça correspond à ça, c'est qu'on suppose qu'effectivement l'univers s'est étendu, on suppose que tout est parti de l'autre côté de l'horizon, on suppose qu'il ne reste que nous et nos étoiles qui vont s'éteindre elles aussi, il ne restera que notre trou noir central qui vivra à 10 puissance 102 années, et après évidemment il ne restera plus rien. Donc la fin de l'univers correspond à ça, mais
On n'en sait rien parce que notre univers est reparti en phase d'expansion accélérée, d'accord? Et si jamais ces phases d'expansion accélérée est générée par un certain champ, il se trouve que peut-être ce champ se désintégrera comme à l'époque du Big Bang et va redonner de la radiation. Et Penrose pense que voilà, on est dans un cycle continu de Big Bang et qu'on est reparti dans une phase de Big Bang et que peut-être que nous, là, on est en train de parler et que dans 10 puissance 102 années, ou un peu plus, 10 puissance 1000 années, il y aura des gens qui étudieront notre zone-là toute petite en disant à une époque, l'univers était très petit. Dans ces 45 milliards d'années pour eux, d'années-lumière, pour eux, ce sera tout Ouais. petit, ridicule. Et ils diront, voilà, l'univers était tout petit et voilà, et l'univers est radié. Donc voilà, c'est tout ça, en gros, l'histoire de la physique en général et de la cosmologie, c'est une histoire de transition de phase toujours entre différents états d'énergie. Hein, c'est comme l'eau qui peut être liquide, solide ou gazeux. L'univers est dominé par un champ d'inflation, on appelle ça, ou un champ de quintessence en ce moment qui est responsable de l'inflation, ou un champ de radiation qui est la lumière, ou un champ de matière qui est l'énergie, la matière noire. Donc énergie noire, matière noire, tout ça, ce sont que des changements de phase de Ouais. l'énergie. Puis ça rejoint aussi l'idée de rebond, enfin de bounce, que certains, par exemple, certains parlent de l'origine de l'univers comme potentiellement un univers qui se serait éteint et qui aurait reconnu une période d'inflation. Il y a une théorie aussi. Ça, c'est une très bonne question qui. Tout à l'heure, vous me demandiez quelle était la question qu'on me posait le plus. Évidemment, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est normal, c'est une question qu'on se pose et que tout le monde doit se poser. Alors, les bouncing universe ont pas mal de problèmes. Hein. En fait, un univers qui rebondit naturellement, ça rebondit toujours un peu plus que le rebond d'avant. D'accord. D'accord? Parce qu'on appelle ça l'entropie. On augmente toujours l'entropie, on augmente toujours le désordre. C'est pas possible de diminuer ce principe de la thermodynamique. Donc le désordre augmente toujours. Hein. Pour ceux qui ont des enfants ou des petits frères, ils voient bien que la chambre qui est rangée, elle est bordélique le jour d'après. Donc en fait, l'entropie, le bordel augmente toujours. Et le bordel, en fait, ça va être la taille de l'univers. Donc si j'ai des rebonds, en fait, je vois que les rebonds, en fait, ils augmentent toujours de taille. Et on peut assez montrer qu'au bout d'une vingtaine de rebonds, l'univers est tellement grand qu'il est quasiment une densité quasiment nulle. Et donc la constante cosmologique l'emporte, il repart en phase d'expansion. Donc même si je fais des rebonds, à un moment donné, c'est mon énergie noire qui va dominer et qui va faire une phase d'expansion. Donc je ne peux pas avoir des rebonds infinis. Deuxièmement, quand je rebondis, je forme des trous noirs à chaque fois. Et les trous noirs, vous avez vu, 10 puissance 102 années. Donc ça veut dire que les trous noirs, ça reste. C'est des objets qui vivent très très longtemps. Donc si j'ai 10, 20, 30, 20 rebonds, on devrait avoir des trous noirs partout autour de nous qui seraient restés. Et on ne sait pas où ils seraient partis. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et troisième problème aussi, c'est que quand je rebondis pas, c'est pas exact, c'est jamais exactement, quand je lâche une balle, hein, elle ne retombe pas exactement où elle est tombée. Elle retombe un peu à gauche, et après elle va aller vers la gauche, ou elle va aller devant, ou vers la droite. Elle ne va pas retomber toujours au même endroit. Et il y a une petite dissymétrie qui va faire qu'elle va aller vers une direction. L'univers, c'est pareil. Si je le fais rebondir, au bout de 10, 20, 30 rebonds, il va prendre une direction. C'est-à-dire qu'une forme de cigare, en gros. Et les étoiles vont avoir une forme de cigare, les galaxies, une forme de cigare. Donc tout va aller dans un axe. Or, l'univers qu'on voit, il est super homogène. Donc, avec le nombre de rebonds qu'on voit, c'est pas possible d'avoir un univers aussi homogène, il devrait être dishomogène. Donc, et dernièrement, ça c'est plus philosophique, la notion d'infini dans le passé est assez complexe. Dire que l'univers a toujours existé, par exemple, parce que quel que soit ce que je fais, si je rajoute l'univers, comme la balle qui rebondit, quel que soit ce que je fais, un petit défaut, si je le fais un nombre de fois infini, va me donner de l'infini. Un trou noir, si j'en forme de façon de fois infinie, je vais avoir une infinité de trous noirs. Si vous voulez, l'infini dans le passé va forcément, dans le présent, me donner des choses infinies. Que ce soit un nombre de trous noirs, etc. etc. Donc, à moins que j'ai un nombre infini d'espaces parallèles dans lequel ça s'échappe. Mais je retrouve encore un problème d'infini. L'infini de temps, en fait, je le transfère dans l'infini d'espace. Donc, l'infini dans le passé est assez complexe. Donc, dire qu'il y a le Big Bang, se demander ce qu'il y a avant, est une question, je trouve, totalement justifiée. Et même la théorie d'Einstein, Einstein avait introduit la constante cosmologique en fait, pour avoir un univers fixe. Et son ami Eddington, tout de suite, je crois 2 mois après, lui a écrit une lettre, ça ne marche pas, parce que l'univers fixe, donc il a rajouté une constante cosmologique pour compenser la gravité qui tendrait l'univers à se compresser. Donc il a rajouté une force, une pression négative pour essayer de compenser, ce qu'on appelle la constante cosmologique qu'on observe maintenant. Mais il est facile à voir que si j'ai la matière qui est diluée et un chiffre fixe que je fixe avec la matière, il est facile à voir que si j'ai un peu plus de matière, c'est instable et ça se contracte. Et si j'ai un peu moins de matière, c'est instable et ça va à l'infini. En fait, c'est un système très instable. Donc en fait, même l'univers d'Einstein ne pouvait pas être à l'infini totalement stable. Donc l'infini dans le passé est toujours complexe quand même. 3 dernières questions pour terminer. La première, vous l'avez dit, on vous la pose souvent, la question d'ordre un peu métaphysique.
dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, donc des penseurs comme Thalès, Ératosthène, Aristote ont commencé à expliquer des phénomènes naturels par la science plutôt que par des explications, des raisonnements métaphysiques, etc. Quelle est la place de la métaphysique aujourd'hui dans la tête d'un physicien comme vous? Est-ce que c'est complètement évacué? J'ai entendu, je ne sais plus si vous le disiez ou si vous l'écriviez, que vous ne croyez pas en Dieu. Est-ce que vous avez quand même des questions métaphysiques dans le coin de la tête ou est-ce que vous êtes simplement sur la physique théorique? Je me contente de la physique, mais c'est lié à la question précédente aussi dont on parlait. Avant le Big Bang, ma réponse n'a pas plus de validité qu'un philosophe ou qu'un prêtre, D'accord? puisqu'on n'a pas de théorie unifiée de la gravité. Donc, quand j'ai des énergies au-dessus de l'échelle de Planck, j'accepte tout type de réponse parce que la mienne n'a pas plus de validité. Mhm. Quant à la croyance, évidemment, hein, la métaphysique, je reste quand même dans la physique, c'est un cadre déterminé. Et ce qui est très important pour un physicien, c'est de dire, voilà, dans ce cadre-là, je fais des prédictions et je me restreins à ce cadre-là. D'accord. Je n'essaie pas de m'échapper du cadre. À chaque fois que j'essaie de m'échapper des cadres, je ne pense pas que les physiciens soient meilleurs d'ailleurs, que les philosophes à ce niveau-là, peut-être même moins bons, je dirais. Par contre, je pense que l'imagination est très importante. Et en physique théorique, c'est très important d'avoir beaucoup d'imagination. Et peut-être que là, la métaphysique peut jouer. Mhm. Parce que la physique, la nouvelle physique, justement, c'est on a un cadre et des choses ne rentrent pas totalement dans le cadre. Donc il faut savoir s'échapper du cadre. Ça, c'est très important, d'avoir l'imagination, d'être au-delà de la physique du modèle standard, mais de garder en tête qu'autour, il faut reconstruire un cadre. D'accord. D'accord, et redéfinir des lois dans un nouveau cadre, d'accord, dans lequel tout doit rentrer. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'échapper d'un cadre, mais une fois qu'on est hors du cadre, il faut savoir en reconstruire un Mhm. pour rester quand même dans un cadre de physique. Ouais. Voilà. Une autre question portait sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a encore quelques temps, des physiciens comme Enrico Fermi par exemple, pouvaient encore être à la fois des physiciens théoriciens et expérimentateurs. Mm. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, voire impossible. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait remplir de nouveau ces deux missions? Enfin, est-ce qu'elle a un avenir en termes de découverte en physique notamment? Moi, je pense, bon, le prix Nobel de physique de cette année a été décerné dans ce domaine-là, sur l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, enfin, il y a plein de. Je l'utilise aussi, alors, les réseaux de neurones, enfin, il y a plein de différentes branches qui Bien sont un sûr. peu liées à ça. Ça a été utilisé pour les expériences du CERN depuis très longtemps au LHC. Hein, c'est-à-dire que les réseaux de neurones ont été utilisés. À une époque, on avait on prenait des photos de chambres à bulles pour voir les particules. Et c'était alors, il se trouve que c'était des femmes qui avaient l'œil vraiment aiguisé, qui regardaient toutes les photos pour repérer les photos un peu bizarres, pour trouver de nouvelles particules. Donc ça prenait un temps fou, c'était incroyable. On a créé des réseaux de neurones qui permettaient de directement dire ok, ça ne nous convient pas, ça ne convient pas, ça ne convient pas, on va garder ça. D'accord. Donc, c'est des réseaux de neurones qui ont été créés. Ça, c'est déjà il y a 20 à 25 ans, à peu près, les réseaux de neurones qui ont été créés. Et c'est vrai que dans le cas, maintenant, c'est au niveau des galaxies, la cosmologie, beaucoup, depuis 10 ans déjà, utilisent ces réseaux de neurones pour détecter parmi des photos de galaxies, des galaxies qui semblent un peu bizarres, où il y a plus de matière noire, moins de matière noire. Et parmi toutes les photos, ne garder que ce qui nous intéresse. Dans les simulations numériques aussi, quand on simule quelque chose, on simule notre univers, c'est Oui. pareil, on demande à l'ordinateur, trouvez-nous des galaxies qui ressemblent à la nôtre, pour vérifier que D'accord. notre simulation est bonne. Donc en tant qu'outil, et même en théorie des cordes, hein, en demandant en théorie des cordes, il y a même des gens qui font du deep learning en théorie des cordes, parce qu'il y a plusieurs façons de contracter la théorie des cordes. Il y a 10 puissance 500 vides, on appelle ça. Donc parmi tous ces vides-là, on ne peut pas tous les tester à la main, évidemment. Donc on demande à l'intelligence artificielle, ça par contre, je suis assez sceptique, de trouver la théorie la plus probable. Pour moi, la théorie la plus probable n'est pas forcément la théorie, vu qu'il y a une seule Bien sûr. théorie, c'est peut-être la moins probable, elle est là, mais bon, enfin, on essaie de trouver aussi la théorie la plus probable. Donc je pense que comme, comme outil de recherche, c'est très utile. D'accord. Et je suis très content qu'il y ait, alors, il y a une discussion dans le domaine de la physique en ce moment, est-ce que l'intelligence artificielle c'est de la physique ou pas de la physique? Moi je pense que oui, et en tout cas ça nous a beaucoup aidé. Donc je suis D'accord. plutôt très très confiant sur. Après, est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de découvrir, par exemple, la théorie unifiée? Est-ce que ce sera une intelligence artificielle qui la trouvera par rapport à un être humain? Je ne sais pas. J'ai pas vraiment d'idée, mais non, je pense que comme l'imagination humaine restera quand même. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais j'espère que l'imagination humaine sera quand même encore là, quoi. Alors pour conclure, c'est une question qu'on a posée également à Françoise Combe. Si vous pouviez avoir aujourd'hui une réponse à une grande question de physique, justement, laquelle serait-elle? Bah, je pense que c'est ça résume toute la conversation qu'on a eue. C'est ce que je dis à mes étudiants aussi, parce que je suis un peu vieux maintenant, malheureusement. C'est mes jeunes étudiants de master qui seront, j'espère, les futurs Einstein. Ben, voir cette équation, hein, l'équation d'Einstein, c'est R mu nu égale kappa T mu nu.
ou G mu nu égale kappa T mu nu pour être plus précis. Avoir cette même équation voilà, en théorie quantique de la gravité, je voudrais voir la forme. Je serais assez curieux et je serais assez satisfait en tout cas. Eh ben, on rappelle pour terminer les quelques ouvrages qui sont disponibles, notamment La Nouvelle Physique, comprendre les lois ultimes du cosmos, Le siècle des révolutions scientifiques et Histoire du temps, de la nature du temps et de sa mesure. On est très content de vous avoir reçu. Merci d'avoir répondu à Moi qui nos vous remercie, questions. Antoine. Et puis on espère vous revoir bientôt. Merci Moi-même. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel entretien. On revient vers vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles surprises. En attendant, on vous invite à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo et à suivre Sciences et Culture sur tous nos réseaux sociaux. À très vite!